dernières études astronomiques ont constaté que notre système solaire tourne autour d'Alcyone, une étoile de troisième magnitude dans la constellation des Pléiades. La constellation des Pléiades, composée de 7 étoiles, dont nous n'en connaissons que 6 à ce jour, fait partie de la constellation du Taureau, qui est composée de centaines d'étoiles. Et Alcyone, selon les observations astronomiques, est l'étoile la plus brillante de cet ensemble. Il faut considérer que les Pléiades sont si belles dans notre ciel et si célèbres que les Chinois, 4000 ans avant Jésus-Christ, avaient déjà réussi à les identifier. Plus tard, les Grecs, à travers des poèmes mythologiques, avaient cherché à les interpréter comme étant la matérialisation de quelques dieux fixés dans les immenses voûtes célestes. Des astronomes tels que Friedrich Wilhelm Bessel, Otto Reis et d'autres, comme Joseph Cosmas Isola, purent constater que notre système gravite autour de cette étoile fulgurante, bien qu'elle soit de troisième grandeur. Ce n'est pas surprenant car notre système est le résultat d'une étoile de cinquième grandeur, notre Soleil. Et la force d'attraction d'Alcyone est d'une telle ampleur que tout le système solaire tourne dans une ellipse grandiose pendant 26 000 ans, avant de terminer son cycle. Ces mêmes érudits ont réalisé que tous les 12 000 ans, le système solaire entre dans une ceinture qui entoure Alcyone. Cette ceinture de photons, qui est de grande largeur, donne à Alcyone une beauté particulière. Les photons, qui sont les plus petites particules de la constitution de la lumière, produisent une luminosité sans chaleur qui procure autour d'Alcyone une psychosphère des plus remarquables. Les astronomes en question ont découvert qu'à partir de 1972, le système solaire a commencé à pénétrer dans cette ceinture de photons et qu'à partir de 1982, la Terre est entrée dans le même champ. Cela se produit tous les 12 000 ans, comme je l'ai dit. Et pendant 2000 ans, le système est totalement immergé dans cette immense ceinture de photons, recevant une luminosité particulière et bénie. La dernière fois s'appelait la phase du lion. Et les Chinois avaient déjà révélé que la prochaine serait caractérisée par une grande révolution, que les traditions de l'Inde d'il y a 6000 ans affirmaient être la grande période de la lumière, l'ère du Verseau. Cette introduction, pour analyser qu'au fur et à mesure que le système solaire est entré dans la ceinture de photons d'Alcyone, il y eut une migration d'esprits
de cette étoile vers la planète tellurique. À partir de 1982, lorsque la Terre a commencé à plonger et finira de le faire vers 2012, lorsqu'elle sera toute immergée dans cette ceinture de luminescence spécifique, les esprits d'une grande élévation, chargés de donner à la Terre l'ère de l'esprit immortel, la nouvelle ère, comme l'a écrit Allan Kardec dans la Genèse, chapitre 18, points 27 et 28, le passage d'un monde d'épreuves et d'expiation à un monde de régénération à partir de 2012, d'ailleurs. Cette exposition fascinante nous amène à rappeler ce qui s'est produit au début de notre culture quand, du système du cocher et de Capella, 4000 créations d'esprits, parmi eux, les Ariens et les Égyptiens, ont abandonné ce système solaire pour venir s'incarner sur l'écorce terrestre, favorisant notre planète en transition de Pithecanthropus erectus à l'Homo sapiens, dans le grand mouvement qui a eu lieu en Inde, puis en Égypte, plus tard en Perse, et encore plus tard en Chaldée, à Babylone, et même encore plus tard en Judée, formant les races types de la culture terrestre au fil du temps. Rabindranath Tagore, dans une œuvre poétique et mémorable intitulée Sadhana, rapporte que lorsque les Ariens sont arrivés sur ces terres, où plus tard sera érigée l'Inde, ils ont trouvé des forêts exubérantes, si bien que la culture de l'Inde s'est faite naturellement, en communion avec la divinité, car les immenses prairies et les moussons orageuses et passagères qui s'abattaient sur ces régions fournissaient une pêche abondante, une chasse généreuse, source de vie, et surtout la culture de la terre, l'élevage des troupeaux et la liberté d'espace pour être heureux. Dans Sadhana, qui sont 8 discours prononcés par Rabindranath Tagore, dont certains à l'université de Harvard, aux États-Unis, l'éminent théologien, poète, musicien, artiste et prix Nobel de littérature aborde la mission historique de ce peuple venu d'une autre dimension pour perpétuer dans la conscience terrestre la culture de Dieu, la certitude de l'immortalité et la pratique de la non-agressivité liée à la non-violence qui sera prêchée et vécue par l'inoubliable Mahatma Gandhi. Faisant une analyse historique de l'Occident, ce même Tagore élucide que la culture occidentale est née en Grèce, dans les cités-États, les villes fortifiées et pour cela même belliqueuses, Athènes, amante de la beauté, et Sparte de la guerre. Les deux villes étaient toujours en conflit, même si Athènes aimait la philosophie, l'art, la tragédie, à travers la littérature statuaire. La belliqueuse Sparte était toujours en guerre pour s'imposer dans toutes les lides, et que nous, occidentaux, sommes héritiers d'un atavisme anthropo-socio-psychologique, fermé, égocentrique, égoïste,
où prédominent nos intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Mais parmi les Aryens qui constitueront plus tard la doctrine brahmane, si l'on examine ici la question des classes ignobles, qui les horrifiait aussi, ils apportèrent une conception de la liberté qui rayonnera dans tout l'Orient, à travers Krishna, par Siddhartha Gautama, le Bouddha, par Sai Baba, plus récemment, sans oublier les inoubliables rishis, les saints hommes, les nobles gourous, comme Paramahansa Yogananda et bien d'autres. Ces esprits étaient venus d'une autre dimension pour transmettre une culture d'une grande beauté. Et maintenant, à cette période de trouble, nous recevons des immigrants d'Alcyone. Pour, comme l'affirme l'illustre codificateur du spiritisme, les esprits rebelles qui restent sur terre, source de difficultés, créant des obstacles au progrès, obstinés dans le mal, devront émigrer de la planète vers d'autres lieux où ils contribueront avec leur intelligence. Et se heurtant à la souffrance, ils développeront leurs émotions. La même chose s'est produite avec ceux venus de Capella, qui, malgré leur intelligence lumineuse, entravaient d'une manière ou d'une autre le progrès. Et grâce au concept biblique de Lucifer, qui s'étant élevé contre Dieu, fut expulsé du paradis, cette expulsion, certainement temporaire, permit son retour après le changement de structure de la planète, encore en développement, du primarisme à la civilisation. Nous avons donc commencé à recevoir des esprits intellectuellement développés, mais pas nécessairement évolués d'un point de vue moral. Et à partir de 1972, des psychologues, des psychothérapeutes, des pédagogues, des spécialistes du comportement ont commencé à observer, sans le savoir, un certain changement dans la structure socio-pédagogique de la vie des enfants. Ils ont commencé à se rendre compte que les enfants, depuis 20-30 ans, avaient des syndromes étranges, des personnalités particulières, une certaine forme de rébellion, un tempérament étrange et non adapté aux exigences de l'habitat conventionnel. Après des études approfondies, ces enfants ont été classés comme ayant un trouble déficitaire de l'attention, TDA, ou étaient considérés comme des enfants, T, trouble, D, déficit, A, attention, H, hyperactif. Ces deux groupes considérés comme pathologiques, TDA et TDAH, ont commencé à inquiéter les psychologues et les éducateurs, car ce sont des enfants rebelles et audacieux qui nous regardent dans les yeux et font exactement ce qui leur plaît. Des études plus approfondies ont tenté d'établir une corrélation de nature électrique dans le système nerveux, produisant ces tempéraments hyperactifs ou ces tempéraments réactifs. Ce sont des enfants qui ne se soumettent en aucun cas à des consignes, surtout imposées. À partir de 1982, leur nombre a augmenté de manière alarmante. Et à partir de 2000,
il y avait déjà quelques millions d'enfants supposés souffrir de troubles de la personnalité, de l'activité et de l'affectivité, ce qui a poussé les laboratoires à chercher des substances chimiques qui, agissant sur le système nerveux central et sur le réseau de neurocommunication, les calmeraient, les rendraient dociles, capables de réfléchir avec bienveillance et raisonnablement. Alors, parmi les différents produits, est apparu l'un d'eux qui est devenu célèbre, le Ritalin, appelé la drogue de l'obéissance. L'enfant qui subit ce traitement change vraiment de comportement. Il ne devient pas docile, il devient obéissant. Il ne devient pas affable, il devient soumis. Cependant, comme la question a pris de l'ampleur, des psychologues plus attentifs et intéressés par la vie profonde, adeptes des doctrines transpersonnelles, ont commencé à observer que les enfants TDAH présentaient une aura, une irradiation d'un ton très particulier, un bleu soutenu dans le ton indigo. Cette teinte provient d'une plante en Inde à l'origine de la couleur des jeans et d'autres tissus. Et ces enfants ont aussi été appelés enfants indigo à cause de l'émanation que portait leur aura. Les études se sont poursuivies et des psychologues comme les docteurs Nancy, Lee et Tauber, qui ont suggéré le mot indigo pour ces enfants spéciaux, entre guillemets, ont ouvert la voie à d'autres thérapeutes et psychologues du comportement pour les étudier de plus près. C'est alors que d'autres chercheurs ont eu l'occasion d'observer que les enfants sont agités, mais pas forcément porteurs de pathologie. Il y a des enfants TDA, des enfants TDAH, mais il y a aussi des enfants avec des caractéristiques non pathologiques qui ne sont pas malades. Après de nombreuses études, ils ont réussi à faire une distinction entre le comportement des enfants TDA et celui des enfants indigo, ou des enfants dont l'aura très blanche désigne les enfants cristal, qui sont différents des enfants indigo. Ils sont dociles. Ils ne se plient pas toujours à nos impulsions d'adultes, mais ils restent néanmoins doux, affables, même s'ils ne font que ce qu'ils veulent, dans une forme d'autosuffisance. Ils nous regardent comme s'ils savaient qui ils sont. Ils présentent une forme d'indépendance de conduite et ont quelques difficultés dans le domaine de nos impositions. Alors, sur la base de ces études, un couple de psychologues américains a décidé d'approfondir ces observations et a établi que dans l'immense pathologie des enfants souffrant de troubles de l'attention et aussi d'hyperactivité, il y avait des enfants rebelles, mais qui n'étaient pas malades. Ils avaient besoin d'une nouvelle orientation psychologique, d'une nouvelle méthodologie éducative. C'étaient les enfants de la nouvelle ère.
Ces enfants s'étaient incarnés sur la Terre avec un but particulier, créer des biotypes pour l'avenir de l'humanité. De la même manière, nous disons que ceux qui sont venus de Capella ont créé ce biotype physique, les traits morphologiques des différentes races. Ces enfants sont maintenant aussi venus nous fournir un biotype de nature transpersonnelle, de nature transcendantale. Ils sont venus créer des modèles parfaitement intellectuels et laisser place au sixième sens, dans lequel nous entrons doucement, le sens de la perception extraphysique, le sens de la nature intuitive. Ces enfants, aussi incroyables que cela paraisse, parviennent à communiquer entre eux par télépathie. Et souvent, ces communications leur permettent de manipuler les adultes. Par exemple, si ce sont des filles, elles manipulent les parents masculins. Si ce sont des garçons, ils manipulent leur mère. Les font chanter, finissent par obtenir ce qu'ils veulent, tandis que les filles parviennent à leur tour, en manipulant leurs parents, elles arrivent à les faire agir au gré de leurs petits caprices. Les observateurs ont ainsi établi que ces enfants indigos naissent et se croient différents des autres, comme des êtres nobles. Ils donnent l'impression d'être même supérieurs à leurs parents. Ils croient qu'ils méritent d'être dans ce monde. Ce monde semble avoir été fait pour eux, et ils s'étonnent de ne pas être compris, ou que les gens ne pensent pas comme eux quant à leur comportement. Ils ne manquent pas d'estime d'eux-mêmes. Ils ont un type de conscience embryonnaire et pensent qu'ils doivent être respectés. Pour cette raison, ils disent souvent à leurs parents qui ils sont, laissant transparaître des réminiscences d'autres vies, d'autres séjours, d'autres lieux où ils auraient vécu. Ces enfants ont de grandes difficultés à supporter toute forme d'autorité, surtout quand ces impositions ne sont pas expliquées et ne peuvent être remises en question. Par exemple, il suffit de dire « tu vas le faire » et l'enfant répond « non, je ne le fais pas » et il ne le fait pas. Il leur faut une approche psychologique différente, car ils sont comme doués de grandes capacités, immergés dans un organisme dépourvu de mécanismes appropriés pour extérioriser tout leur potentiel. Ils sont donc rebelles, irrités, déséquilibrés et souvent agressifs, refusant d'accomplir les tâches qui leur sont imposées. Par exemple, faire la queue, rester assis au même endroit pendant plus de 3 minutes, ils ne le peuvent pas, parce qu'il y a une telle irritation dans leur système nerveux et un tel besoin d'affirmation que cela finit par nous déranger, à nous, adultes, habitués aux règles et aux impositions de notre ego, toujours caractérisés par nos passions. Ils sont frustrés par les systèmes. Pourquoi ça doit être comme ça? Avec les devoirs, pourquoi dois-je les faire? Et avec nos impositions, si nous ne leur expliquons pas suffisamment pour qu'ils comprennent ce qu'on veut. Ils ont tendance à identifier des façons plus efficaces de faire les choses. Mais ils font les choses comme bon leur semble. Ils n'ont pas peur des menaces. Quand ton père arrivera, tu verras.
Ils sont indifférents et quand le père arrive, ils s'en fichent. S'ils sont frappés, maltraités, ils crient, donnent des coups de pied. Ils sont contents d'avoir irrité leurs parents. Le mécanisme doit donc être d'une nature très particulière. Bref, il ne semble bien s'entendre avec personne, sauf avec ceux qui ont les mêmes symptômes, qui ont les mêmes caractéristiques. Qu'est-ce qui diffère les enfants TDA ou TDAH, qui sont agressifs, qui se maltraitent et qui ont souvent un caractère autodestructeur? Ces enfants indigos ont été classés en 4 types spéciaux. Ce sont des enfants qui font partie d'un groupe appelé humaniste. S'ils sont bien éduqués, s'ils reçoivent un encadrement conforme à leur stade d'évolution, avec discipline bien sûr, ce seront de futurs avocats. Ce seront de futurs diplomates. Ils sauront aisément traiter les questions internationales. Ils auront une acuité particulière pour les problèmes de justice et de droit, car un critère intérieur les pousse à chercher la justice, car ils se considèrent victimes d'un système injuste. Pour cette raison, ils élaborent des critères de justice au profit de la société future. Ces enfants, donc humanistes, sont là, et ceux qui sont arrivés il y a quelque temps sont aujourd'hui dans certaines positions qui, avec Nilsson, ont retenu notre attention. Par exemple, nous avons observé que ces dernières années, un groupe de procureurs de justice relativement jeunes, entre 20 et 35 ans, ont enquêté sur la vie de personnes corrompues, avec une dignité sans concession. Et si on observe la dernière décennie, c'étaient ces jeunes procureurs de justice, quelques jeunes commissaires de telle ou telle entité policière ou autre, qui ne se laissent pas corrompre et se soulevaient légalement contre des personnes haut placées dans la société, en politique, en religion, les amenant à se présenter à la barre des tribunaux. Par conséquent, nous observons qu'un changement s'est produit, car jusque-là, ces accusations étaient toujours entre les mains de personnes âgées, de personnes vénales et compromises, des individus légiférant exclusivement dans l'intérêt de leur ego et de ceux à qui ils étaient liés. Et cela arrivait au Brésil et dans le monde. En ce moment même, au Japon, nous voyons qu'il y a le Premier ministre, le plus jeune de l'histoire du Japon, depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il a 51 ans et il ne correspond pas à cette classification. Mais nous voulons démontrer qu'une révolution s'opère. Si nous observons la politique internationale, les femmes, depuis Indira Gandhi, ont commencé à gérer des pays sexistes et ont accompli leurs tâches avec une telle efficacité qu'elles ont surpris la culture traditionnelle par leur grande capacité en politique. Nous avons maintenant l'Allemagne, dirigée pour la première fois dans son histoire par une femme extraordinaire qui a vécu dans la partie orientale sous le régime communiste et la terrible dictature du rideau de fer. Nous avons aussi une autre femme splendide au Chili, pour ne pas recourir à l'exemple de Margaret Thatcher, la dite Dame de fer d'Angleterre. Donc, une révolution est en marche, dont nous ne nous rendons pas compte.
attachés systématiquement au côté négatif des choses, quand nous ne voyons que des déboires, des violences, et nous n'observons pas le changement subtil de psychosphère qui annonce jusqu'en 2052, selon nos amis spirituels, le véritable changement vers le monde de régénération. Bien sûr, ce monde ne sera pas celui des baisers, de la fraternité, de la plénitude. Dans ce monde de régénération, bien sûr, il y aura de nouveaux paramètres qui sont étudiés de nos jours et qui se présentent avec ces humanistes et par ceux qui viendront peu après eux, car les indigos vont préparer notre organisation neuronale pour que les esprits de cristal, ces missionnaires, trouvent en nous les réponses organiques pour mener à bien les tâches d'un monde meilleur. Le deuxième groupe des enfants indigos est celui des artistes, alors que les humanistes ont une impressionnante prestance physiologique, une intelligence pétillante. Les artistes seront d'une structure plus réduite, car les savants dans ce domaine en sont arrivés à la conclusion qu'il existe un travail génétique pour leur fournir l'instrumentalité pour réaliser leurs tâches. Alors, ces enfants artistes seront au sein d'un groupe de sensibilité. Lorsqu'ils se consacreront à l'art, ils seront splendides. Au stade infantile, ils seront agités, ne sachant définir exactement ce qu'ils veulent. Et les psychologues recommandent, s'intéressent à la musique, de ne pas acheter de piano, mais d'en louer un, car bientôt il l'abandonnera. C'est une des caractéristiques de ces enfants. Ne leur donnez pas de jouets chers, car pour un enfant indigo, le prix est indifférent. Ce qui compte, c'est le jouet. Ne dites pas que l'enfant est destructeur. Il ne casse pas le jouet. Il cherche à savoir comment le jouet a été fabriqué. Et comme il ne sait pas le démonter, il retire les pièces les unes après les autres. Au fond, sa curiosité de découvrir la cause aux choses qu'il fait. Ainsi, les enfants artistes, du fait de leur sensibilité, peuvent devenir des tueurs en série. La plupart des enfants homicides aux États-Unis et en Europe, étudiés par les spécialistes de ce nouvel âge, présentaient les caractéristiques humanistes et artistiques. Mais pour les avoir contrariés et réprimés, ils étaient entrés en conflit. Nos exigences déraisonnables, l'insouciance des parents, qui préfèrent rémunérer des éducatrices, des employés, des nounous, des infirmières, pour accomplir la tâche que la vie leur a déléguée et qu'ils ont choisie parce qu'ils ont procréé et qu'ils l'ont bien voulu, ces enfants deviennent rebelles et peuvent tuer leurs propres parents. Et ceux qui ont réalisé des crimes odieux à l'école, comme cela s'est produit en Écosse, en Amérique du Nord et dans d'autres pays, avaient été victimes de mauvais traitements et leur esprit privilégié a décidé d'imaginer un mécanisme de vengeance, car dépourvus de lucidité morale, leur conscience ne pouvait réaliser qu'il s'agissait d'un crime. Dans leur folie et dans leur ignorance, leur manque de conscience, il fallait attirer leur attention et s'imposer. Par conséquent, il ne faut pas croire que chaque enfant indigo est nécessairement un ange. C'est un enfant doté d'une grande capacité mentale et d'une grande intelligence qu'il faut parfaitement orienter pour que son application soit couronnée de résultats satisfaisants, si ce n'est couronné de succès. Le troisième groupe est celui des enfants conceptuels.
Ces enfants qui ont une immense capacité à pénétrer les mécanismes des choses. Ce sont ceux qui deviendront des ingénieurs, des designers, des bâtisseurs, qui auront une vision de l'avenir, qui présenteront des œuvres, qui éveilleront la sensibilité et œuvreront à la construction d'un monde meilleur, beaucoup plus heureux. Le quatrième groupe est composé d'enfants interdimensionnels. Ce sont des enfants dotés de clairvoyance dès les premières années de la vie. Des enfants porteurs de réminiscences d'autres existences, au point de dire « Tu n'es pas mon père, je me souviens que mon père était un tel. Tu n'es pas ma mère était une telle. » Alors, ils auront des flashs qui remontent de leur conscience profonde, de leur inconscient profond, et ils diront « Je ne suis pas d'ici. » Ils auront des réminiscences de paysages qui ne sont pas nos paysages, car ils viennent du système d'Alcyone, de la grande étoile de la constellation des Pléiades. Donc, ces quatre groupes se différencient les uns des autres et des chercheurs plus contemporains affirment déjà que ces enfants interdimensionnels seront porteurs de médiumnité, que dès leur plus jeune âge, ils entreront en contact avec les esprits. Ils les verront sans crainte, ils joueront avec ces désincarnés. Quand j'ai lu cela, j'en ai été très attristé. Pourquoi cette thèse n'était-elle pas apparue 80 ans plus tôt? Car je serais un enfant indigo, interdimensionnel, parce qu'à 4 ans, je jouais avec les esprits. Alors je l'ai regretté, mais je me suis résigné. Il y a l'enfant indigo et il y a l'adulte indigne. À croire que je suis dans la deuxième classification, mais je suis aussi dans. Très bien. Cette observation vient offrir une proposition à d'éducateurs réincarnés auparavant pour préparer une méthodologie pour ces êtres spéciaux. La meilleure proposition psychologique présente une suggestion. N'étiquetez pas l'enfant, qu'il soit indigo, normal ou spécial. Peu importe. Vous saurez identifier le groupe auquel il appartient. Il n'est pas nécessaire de le nommer. Occupez-vous de l'éduquer. Ce ne sera pas l'école qui l'éduquera. L'école collabore. L'éducation se fait à la maison. Surtout avec les parents, pas les grands-parents. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un message de Johanna de Angelis qui écrit un livre sur les constellations familiales qu'elle dédie aux grands-parents, à ces grands-parents qui tombent amoureux de leurs petits-enfants et les volent même à leurs parents, dans un sentiment d'amour excessif et paranoïaque. Les grands-parents, bien qu'ils soient parents pour la deuxième fois, ont la tâche d'aider à l'éducation et non de l'assumer. Si leurs enfants procréent et ne veulent pas l'assumer, les grands-parents ne doivent pas le faire pour eux, car ils les rendent plus irresponsables. Puisque vous avez engendré, prenez vos responsabilités. Bien sûr, il y a des situations particulières, il y a des exceptions. Mais en général, on se prend d'affection pour le petit-fils. On pense que le fils ne s'est pas éduqué. Cette belle fille, quelle mère terrible! Ce n'est pas une mère, c'est une bête. Or, c'est ce que l'enfant mérite. Il n'est pas né dans cette famille par hasard. Il y a des lois. De plus, les grands-parents ne doivent pas interférer dans la relation entre époux, entre partenaires. Celui qui a choisi un partenaire, qu'il le supporte. Les parents doivent toujours être conciliants lorsqu'ils s'expriment. Et Johanna de Angelis pose une question facile à comprendre. Lorsque vous éduquiez vos enfants, auriez-vous apprécié que vos parents s'immiscent dans vos méthodes d'éducation? Alors, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse.
C'est une des règles d'or de l'évangile de Jésus. D'où le rôle des grands-parents dans l'éducation de l'enfant indigo n'est pas de le porter dans ses bras, de cacher ses défauts, d'encourager les vices dans une forme d'amour paternaliste et imparfait, mais aussi de ne pas se mêler de l'éducation de l'enfant, menant à des conflits chez les parents et générant de la méfiance chez l'enfant par rapport à ses parents. Quand quelque chose leur semble inapproprié, il y aura toujours un moment propice pour une conversation entre père et fils, entre mère et fille, entre beau-père et son gendre, entre une belle-mère et sa belle-fille, mais dans une atmosphère cordiale. Évitez les querelles classiques. Elle a volé mon enfant, mon garçon. Elle n'a rien volé du tout. Il a besoin d'une famille, d'un foyer, d'une femme, ce que sa mère ne peut lui donner, ou alors le père. Imaginez-vous que ce type a pris ma fille, ma poupée. Or, le temps de jouer à la poupée est révolu. Elle a choisi exactement ce qui correspond à son besoin émotionnel, son besoin évolutif. Alors, les grands-parents, donc les parents de ces adultes, doivent y contribuer dans une compréhension fraternelle. Et si un enfant indigo naît dans cette famille, ce qui est très probable, les grands-parents collaboreront à l'observation. Maintenant qu'ils ont plus de temps, plus d'expérience, que se sont calmées bien des angoisses, ils peuvent voir ce que les parents entraînés dans la lutte quotidienne ne parviennent pas toujours à saisir. Ils vivent plus ensemble parce qu'ils sont à la maison, tandis que les adultes, les parents des enfants pourront faire des observations, ils pourront leur faire des observations très judicieuses. Aujourd'hui, comme c'est intéressant, notre garçon a posé telle question pour que les parents suivent son évolution, car les salariés ne sont pas toujours prêts à donner les informations que les parents leur délèguent, parce qu'ils sont là pour effectuer une tâche rémunérée. Et la rémunération ne mène pas toujours à l'amour, mais à l'accomplissement d'un devoir professionnel. Ces enfants reçoivent donc déjà une précieuse contribution des missionnaires qui les ont précédés. Maria Montessori, par exemple, en 1903, crée à Rome la Maison des Bambini. La maison des enfants. Naturellement, c'est dans les pas de Froebel, ce grand pédagogue de la petite enfance, ami d'Enrique Pestalozzi, l'homme qui aimait les enfants et avec qui avait étudié Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Maria Montessori a créé le modèle d'éducation qui, 103 ans après sa maison de Bambini, est parfaitement compatible avec la proposition psychologique et méthodologique de l'éducation pour les enfants indigos. L'enfant est un être en formation. Même s'il a dans son inconscient la présence d'un adulte, il ne comprend pas la réincarnation. L'enfant doit être traité comme un enfant. Et je me souviens du Dalai Lama qui était à une conférence internationale quand il vit dans le public un enfant très pâle, un garçon de 6 ans. Il en fut ému et pendant la pause de son séminaire, il appela l'enfant sur scène. Et devant un auditoire spécial et célèbre, il dit à l'enfant « Parle dans le microphone, dis ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. » L'enfant se leva, regarda tout le monde et dit « J'ai un cancer. Mais je suis un enfant. Ce que je veux, c'est jouer. Laissez-moi jouer. Laissez-moi être un enfant et puis prenez soin de ma maladie, car je suis un enfant. » L'auditorium impacté en fut bouleversé. Montessori disait déjà « L'enfant mérite un traitement particulier. Notre méthodologie d'éducation pour adultes ne peut en aucun cas s'appliquer à l'éducation des enfants
d'autant plus ceux ayant un QI élevé et un QE, coefficient émotionnel conflictuel. Mais à la même époque que Montessori, le travail grandiose d'un Autrichien de Vienne mérite d'être souligné. Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie, la doctrine qui étudie les êtres humains. En 1929, Rudolf Steiner crée la pédagogie Waldorf. La méthode fondée en Autriche se propage aux États-Unis et apparaît au Brésil pour la première fois en 1956. Avec cette méthode, il essaie de démontrer qu'il ne faut ni être infantile comme l'enfant, ni adulte face à un enfant. Je relisais Le Petit Prince. Et Le Petit Prince a l'occasion de dire à quel point les adultes sont compliqués, comme ils sont différents. Après qu'il soit passé d'un astéroïde à l'autre, il parle à l'ivrogne, il parle au roi. Dès son arrivée, le roi lui dit « Tu seras mon sujet ». Mais l'astéroïde était si petit que les vêtements du roi couvraient tout l'astéroïde. Et il demande « Et qu'est-ce qu'un sujet ? C'est la personne que je gouverne. Mais tu es roi et tu n'as personne à gouverner ? Toi, tu es là. Oh, mais je m'en vais. Mais pendant que tu es là, tu dois m'obéir. Alors, je t'ordonne de m'obéir. Et si je ne veux pas, je t'ordonne de ne pas m'obéir. » Puis, le petit prince se rend sur un autre astéroïde où se trouvait l'ivrogne, avec des bouteilles vides et des bouteilles pleines. Et il demande à l'ivrogne, « Pourquoi bois-tu ? » « Pour oublier. »« Mais oublier quoi ? » ?»« Que j'aime boire. »« Alors pourquoi n'oublies-tu pas ? » ?»« Parce que la boisson ne me laisse pas oublier. » Alors le petit prince observe à quel point nous, les adultes, sommes enfantins et compliqués. Et je vois dans nos disputes d'adultes de la jalousie parfois. Des mots qu'on croit être contre nous parce que nous sommes complexés, inférieurs. C'est toujours la faute de l'autre. Comment as-tu dit une chose pareille qui m'a offensé, qui m'a blessé? Une personne qui a été blessée par des mots est encore dans l'enfance psychologique et elle doit se tourner vers un psychologue pour enfants. Et comme nous sommes susceptibles et perdons l'occasion d'être heureux à cause de ces babioles émotionnelles que nous cultivons pour le plaisir morbide d'être malheureux, ce n'est pas ma thèse, c'est celle du Petit Prince de Saint-Exupéry. Le Petit Prince dit « Je retourne sur ma planète ». Il arrache les baobabs, les fleurs, mais il sait qu'ils repousseront puisqu'il y avait des graines. Ainsi, Rudolf Steiner propose une éducation de l'enfant avec amour. Ce n'est pas cette éducation qui offre un salaire et dont on se décharge. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. C'est une éducation avec amour, faite à la maison. Et l'école collabore par le biais de méthodes compatibles, qui sont le résultat de l'interaction parents-enseignants. Combien de fois les parents refusent d'aller aux réunions où seront traités les problèmes de leurs enfants? Ah, ça, c'est le truc de l'école. Mais qui a dit ça? Est-ce à dire que c'est l'école qui doit s'intéresser à mon fils et non moi? L'école qui doit le corriger et pas moi? Sans avoir de méthode de correction? Parce que les méthodes d'éducation concernant la discipline relèvent de la famille, de sorte qu'avec les enfants indigos, nous aurons un arsenal de méthodes, évitant toujours de dire non et leur expliquant toujours pourquoi ils devront se comporter de manière édifiante. Mais il y a aussi la proposition de Piaget qui a enrichi l'éducation dans les années 60 et 80. Sa psychologie et sa pédagogie de l'enfance sont riches de sons, de couleurs et de tendresse. Il a décodé le cerveau de l'enfant
pour que nous puissions y introduire des informations, l'instruction, parce que l'éducation se fait à la maison. L'école instruit, guide et la famille éduque par les habitudes. Nous vivons donc ce moment de transition et les enfants cristal, les grands missionnaires arrivent aussi. Joana de Angelis nous a dit, et nous l'avons publiquement déclaré ici et consigné, que ce millénaire, depuis les années 90, serait célébré dans ce siècle par de grands bouleversements jusqu'à sa première moitié. Mais il deviendra célèbre dans l'histoire de l'évolution de la planète. Car ce sera le siècle de l'amour, de la religion, de l'art, de la beauté, de la fraternité. Tout en écoutant les grands bienfaiteurs, elle diagnostiquait qu'à partir de 2052, la Terre allait atteindre son grand moment de rénovation, laissant derrière elle les grandes et tragiques douleurs, cédant la place à d'heureux desseins. C'est en d'autres termes ce que dit Allan Kardec dans la Genèse, au dernier chapitre lorsqu'il parle des signes des temps, que la Terre ne sera pas détruite par un grand cataclysme. Ce ne sera pas un phénomène géologique, mais un phénomène spirituel lent. Le changement de ses habitants, le transfert des mauvais et l'arrivée des bons. Et en quelques générations, cela changera totalement le climat de la planète. Ceux qui seront exilés seront rééduqués. En exil, ils comprendront ce qu'est la nostalgie de leur monde perdu. Ils porteront le regard vers la voûte céleste et ressentiront cette nostalgie. Ce désir étrange qui nous frappe parfois, et nous ne savons pas pourquoi, qui évoque quelque chose de bon que nous avons perdu et déjà apprécié dans le passé, mais cela semble si loin au point de devenir mélancolique face à ces évocations. Après avoir travaillé notre monde intime en nous efforçant de vivre l'amour, nous retournerons à la grande demeure où nous réalisons notre développement anthropologique. Une fois accomplie la tâche éthique, morale, psychologique, pour faire l'expérience du royaume de Dieu en nous. C'est donc pour cela que Jésus a dit, « Le royaume de Dieu est en vous ». Je voudrais terminer ces brèves considérations par une belle page concernant un homme très riche qui vivait le veuvage et qui était père d'un fils unique, invité à partir à la guerre. Comme mécanisme d'évasion depuis la mort de sa femme, en plus de ses profonds engagements envers son fils, il avait décidé de se consacrer à l'acquisition d'œuvres d'art. Il acquit des peintures de très grands artistes et transforma sa demeure somptueuse en un véritable musée convoité par de grands collectionneurs. Mais la guerre, qu'est ce monstre, cette terrible dévoreuse, lui arracha la vie à son fils, et il apprit bientôt que celui-ci était mort dans un geste de donation, sauvant la vie d'un compagnon. Bien qu'il s'agissait d'un geste remarquable, ce n'était pas suffisant pour le consoler et lui redonner espoir en la vie. La guerre prit fin. Des mois plus tard, un jeune homme se présenta au majordome de sa demeure pour demander la permission de parler à cet homme important. Et comme il ne recevait pratiquement personne, cloîtré dans sa souffrance et dans la contemplation de ses œuvres d'art,
Le majordome dit que c'était impossible, a fortiori sans avoir fixé de rendez-vous. Le jeune homme dit, mais j'étais à la guerre avec son fils, et j'aimerais parler des derniers instants de ce grand ami de mon cœur. Le majordome s'émut et courut voir son employeur et lui dit, « C'est un vétéran qui était auprès de votre fils dans ces derniers instants. » L'homme se ressaisit, descendit de ses appartements privés, se rendit dans l'immense salle où il reçut l'inconnu qui portait un paquet très bien enroulé sous son bras. Alors le jeune homme dit, « Le devoir de reconnaissance m'amène à vous, parce que votre fils est mort en me sauvant la vie. Il s'est interposé entre moi et une grenade, et sa vie a été emportée pour épargner la mienne. Je n'oublierai jamais son geste. Et je voudrais vous témoigner ma gratitude à travers ce tableau que j'ai fait du dernier instant de votre fils. » Il lui tendit la toile que l'homme prit nerveusement et découvrit la scène. Le regard expressif du jeune homme donnant sa vie dans un élan de sacrifice pour sauver celle de l'autre. Ce n'était pas une peinture académique, c'était une peinture de débutant. Alors le garçon dit, « Je sais qu'elle est dépourvue de toute beauté, car je ne suis pas peintre, mais je me suis dit que vous aimeriez vraiment avoir un souvenir du dernier instant de la vie de votre fils. » L'homme était ému et lui offrit une grosse somme d'argent. Le jeune homme dit, « Je ne veux rien. C'est moi qui suis redevable. C'était ma vie pour la sienne et il l'a perdue pour que je puisse vivre. Merci beaucoup. » Et il disparut, sans même laisser son nom. L'homme plaça parmi les toiles les plus chères de sa collection celle de son fils, qui était une toile modeste. En moins d'un mois, il se désincarna, emporté par la nostalgie. La vente aux enchères eut lieu chez Christie, la grande maison de vente aux enchères de Londres, qui a des succursales dans peu de villes au monde. Et quand le commissaire-priseur présenta les toiles, les plus fortunés de la société étaient présents, à travers des coursiers qui faisaient des enchères par téléphone pour garder l'anonymat. Le commissaire-priseur montra la toile et dit « Première enchère ». Mais personne n'y prêta attention, elle était presque hideuse. « Veuillez faire une enchère, 10 $. Et il insista. 10 $. Alors quelqu'un criait, « Ce truc ne nous intéresse pas. On est là pour Picasso, Gauguin. Ça ne nous intéresse pas. Montrez-nous les toiles, s'il vous plaît. » Je ne peux pas. Qui fait une enchère? Une voix humble au milieu de la salle, presque inaudible, dit « 20 $. » Tout le monde le regarda. C'était le jardinier de la vieille demeure. Il se leva ému et dit « J'aimerais garder la toile, mais je n'ai que 20 $. » Alors le commissaire-priseur frappa le marteau et il dit « Les enchères sont terminées. » « Mais comment? Cela se peut-il? Ça n'a pas commencé. » Eh bien, dans le testament que je ne peux lire qu'à présent, il est écrit que celui qui achèterait ce tableau garderait tous les autres gratuitement. Il possède donc tous les biens en l'honneur de l'artiste anonyme qui a peint les derniers instants de son fils. Dans notre vie, il y a des toiles pleines de beauté.
mais une seule a de la valeur, celle qui exprime l'amour pour lequel l'homme extraordinaire de Nazareth a donné la sienne pour notre vie afin de perpétuer l'art de l'abnégation.